matin sur France 3 Bretagne, merci de votre fidélité à votre émission Ensemble c'est mieux. Ce matin, on s'arrête sur l'examen du bac, véritable rite de passage. Cette épreuve tant redoutée et stressante, à la fois pour les lycéens que pour leurs parents, perd néanmoins de la valeur au fil des années. C'est notre dossier du jour. Mais avant, on part retrouver Evan. Salut Evan, tu nous emmènes ce matin dans un restaurant d'entreprise. Salut Anne Fantet et bonjour à vous à la maison. Alors moi je suis déjà prêt pour le déjeuner. Non, plus sérieusement, on va parler en effet de restauration d'entreprise. Comment s'adapter au télétravail et à ce reconfinement? Eh bien je suis dans les locaux de Groupama Loire-Bretagne à Rennes et vous allez voir que le restaurant d'entreprise, c'est pas du tout l'image qu'on en a. Bonjour Guy. Bonjour. Vous êtes responsable de 24 restaurants Sogérès Sodexo en Bretagne, dont celui-ci. Combien est-ce que vous recevez de convives habituellement dans ces locaux? Alors ici, d'habitude, déjà ravi de vous recevoir. Merci. Effectivement, pour casser cette image que les gens peuvent avoir de la restauration collective, où vous allez voir qu'on est très très loin de l'image que les gens en ont. Ici, on n'appelle pas ça une cantine. Non, c'est ici, interdit. On ne veut pas. Ici, c'est restaurant d'entreprise. Ici, on épluche, on cuisine. Et vous allez le voir tout du long. Et ici, actuellement, on fait 150 couverts. Et actuellement, avec le Covid et toutes les mesures qui ont été mises en place, on est à 50 couverts jour. Ah oui, donc j'imagine une logistique à mettre en place aussi. Alors, on va aller voir un petit peu parce que vous vous êtes complètement adapté au protocole sanitaire. Il y a des petites cartes sur les tables. Expliquez-nous. Tout à fait. Alors, on a mis en place tous les gestes barrières de façon extrêmement stricte. Donc, chaque convive est espacé de plus d'1 mètre. Et à chaque fois qu'il vient manger, il s'assoit. Après, il retourne et il y a quelqu'un qui vient désinfecter la table de façon à signaler par la petite pancarte qu'il ne faut pas se rasseoir ici. On est installé en quinconce aussi. Absolument. Les distances sont respectées. Et si vous voyez, par exemple, sur la caisse, on a mis en place, on a déporté le lecteur pour qu'il n'y ait aucun contact entre la caissière et le convive, même au moment du badge, il le passe ici. Ah, ça, c'est ingénieux. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas de contact, voilà. Bon, alors, présentez-nous un petit peu cet espace self-service. Il y a plein d'offres et surtout, tout est cuisiné sur place. Alors, tout est fait sur place, effectivement. On a une équipe de 5 personnes. On a le chef gérant, Pascal, que vous verrez sûrement tout à l'heure. Je me permets d'ouvrir parce qu'on a oublié de le faire avant l'émission. Voilà, c'est quand même mieux. Voilà, donc on a un second de cuisine, un cuisinier et 2 employés de restaurant, caissières, hôtesses, qui nous donnent un coup de main pour tout ce qui est préparation. Donc là, ce que vous voyez, là, évidemment, c'est filmé, Covid oblige. Oui. D'habitude, c'est pas filmé. Donc vous avez une petite crème brûlée Elle maison. a l'air bonne, cette crème brûlée. C'est une tuerie. Me dites pas qu'elle est brûlée sur place quand même. Elle est brûlée sur place, derrière, vous le verrez sûrement tout à l'heure. C'est pas bon pour le régime, mais c'est une tuerie. C'est pas grave, c'est pas grave. Il y a des fruits aussi. Et alors, ici, ce qui est assez dingue, c'est que vous proposez un espace que vous dites club pour recevoir des clients. Plutôt d'aller dans un restaurant, en fait, ici, c'est vous le restaurant. Tout à fait. Donc, on a de l'autre côté un espace club qui est nappé avec service à table et cuisiné toujours sur place pour tout ce qui est club de direction. On fait du room service, on fait des cocktails. Hors Covid, bien sûr. Pendant le Covid, la salle, vous l'avez vu, a été, on va dire, réservée pour le self, pour agrandir le self, pour agrandir les places assises. Mais sinon, oui, on travaille beaucoup en club de direction ici. Et vous travaillez aussi avec des produits locaux? On travaille énormément. Là, vous avez une petite tarte avec des produits locaux. Vous avez une petite tarte aux pommes avec un petit feuilletage Cara. Jean-Michel vous en parlera tout à l'heure. C'est un petit producteur du Finistère. Vous avez un poisson qui vient de la marée à Erquy, à côté du Mine. Voilà, on est assez fiers de travailler nos produits bruts. Et voilà, on a un taux de satisfaction. Qu'est-ce qui vous plaît le plus, vous, dans votre métier? C'est quand vous asseyez que le client dit « ça fait longtemps que je n'ai pas fait un repas comme ça ». Et là, on se dit « ah, quand même ». C'est valorisant. Bon, on va continuer justement à découvrir les coulisses de ce restaurant d'entreprise. Il me semble que les légumes viennent d'arriver tout droit en provenance du Finistère. On va passer de l'autre côté des comptoirs pour vous montrer ça. À tout à l'heure. Oh, mais j'oubliais. On peut même repartir avec des petits financiers ici, c'est génial. Oui, c'est fait sur place et on a une offre snacking pour emporter actuellement. Trop bien. Et moi j'en prends. Voilà. Attention au kilo, Evan. Attention. À tout à l'heure. Au revoir. À tout à l'heure, Evan. Place maintenant à notre dossier du jour. Chaque année, la France retient son souffle, surtout les lycéens et leurs parents. On a tous en tête ces images devant les grilles où on cherche fébrilement son nom sur le tableau des résultats. Alors, l'examen du bac est-il un rite de passage nécessaire? Élément de réponse dans ces images. Maman, j'ai envie d'être danseur. Oui, passe ton bac d'abord et on verra. Suite à l'annulation de certaines épreuves en raison de la crise sanitaire, le bac 2020 a été délivré en fonction du seul contrôle continu, sauf les épreuves anticipées de français passées en première. Une révolution.
En 2021, la réforme du bac devait ménager examen final à 60% et contrôle continu à 40%. Mais crise sanitaire toujours, les modalités sont à nouveau bouleversées, les épreuves dites E3C sont remplacées par les moyennes des bulletins scolaires. Seul rescapé à ce jour, les 2 épreuves de spécialité prévues en mars, la philo et le grand oral programmé en juin. Et de nombreux Français le regrettent. Pour eux, le bac est un rite de passage qui doit conserver ses traditions. Bachotage, épreuve en juin et angoisse des résultats. Rien de tel pour se préparer à d'éventuels futurs concours et à un avenir prometteur. Si à sa création par Napoléon, seuls 1% décrochaient leur bachot, ces dernières années, c'est autour de 90%. Et record absolu, 95,7% en 2020. Le rite de passage se passe plutôt bien. Et pour en parler ce matin, Karl Brozek, vous êtes professeur de philosophie. Patricia Blin, vous êtes psychologue à Rennes. Et Laurent Perron, vous êtes le maire du Relais-Clerhuon. Vous n'avez pas eu le bac. Et puis Sacha Pinault, vous êtes étudiante en droit et bachelière en 2020. Alors juste Sacha, pour commencer, comment ça s'est passé pour vous, le bac l'année dernière ? Alors déjà, vous parliez tout à l'heure justement de cette pression d'aller devant les grilles, recevoir les résultats. Moi, je ne l'ai pas connu. C'est vrai que j'ai reçu mes résultats. En tout cas, j'ai su que j'allais avoir le bac en mars, il me semble, quand on a eu l'annonce du bac. Alors moi, ça a été un soulagement pour 2 raisons. Déjà, voilà, le bachotage du bac, le fait d'apprendre, même d'aller à l'épreuve, c'est quand même quelque chose de pas super agréable que moi, je n'avais pas forcément envie de faire. Et surtout un soulagement de savoir que les gens prenaient en compte le fait qu'on n'ait pas loupé des cours, mais en tout cas qu'on les ait fait de façon différente, à distance. Et ça, c'était assez ça m'a soulagée de pouvoir voir qu'on nous prenait en compte et qu'on nous faisait passer le bac de façon différente par rapport à la crise sanitaire. Maintenant, c'est vrai que le fait de ne pas avoir passé le bac, c'était quand même quelque chose d'assez impressionnant. Mes amis des années précédentes m'en parlaient et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais aimé faire rien que pour les résultats, les fêtes qu'on faisait après pour fêter les résultats. C'est quelque chose qu'on n'a pas eu et c'est vrai que c'est un petit peu perturbant. Et bien justement, on va écouter ce témoignage de Titouan qui partage un petit peu votre constat. Bonjour, je m'appelle Titouan Le Chevalier, je suis étudiant et l'année dernière j'étais lycéen, j'ai donc passé mon bac au contrôle continu plutôt qu'en épreuve à cause du coronavirus et le schéma se répète cette année en tout cas pour les épreuves de 3C. Et moi mon ressenti c'est que l'année dernière ça a été vraiment une sensation à double tranchant. D'un côté le soulagement de pas être mis sous pression pendant une semaine, de pas avoir de grosses épreuves et de l'autre côté la tristesse de justement pas connaître cette semaine d'épreuves dont on nous parle depuis si longtemps, ne pas connaître cette sensation entre copains quand on voit les résultats, ne pas connaître non plus les soirées après bac. C'est dommage, mais bon, on choisit pas la situation sanitaire, mais vraiment c'était une sensation très spéciale la fin de l'année dernière. Comme Titouan, Sacha, finalement, qu'est-ce qui vous a manqué ? C'est de ne pas pouvoir fêter ce moment précieux ? Voilà, c'est ça, de ne pas pouvoir fêter, de ne pas pouvoir sentir qu'on a fait quelque chose, qu'on a quand même passé un cap, de se dire que finalement, peut-être que notre bac est un peu moins légitime que les autres, qu'on nous le dise d'ailleurs, c'est quelque chose qui est un peu désagréable. Voilà, ça a manqué un petit peu, ouais. Alors, Karl Brozek, ce bac 2020 restera dans les annales. Comment vos élèves ont vécu ce moment-là, un peu comme Sacha et Titouan, quelques regrets Oui, sans doute des regrets, mais je me souviens que mon propre fils a passé le fameux bac 2020, ce fameux bac que certains disaient un peu au rabais, d'autres disaient tant pis, et je me souviens qu'ils ont quand même fait une petite fête, et que la fête, c'était mignon, ça s'intitulait « On est quand même content d'avoir le bac ». Donc il y avait quand même beaucoup d'angoisse de la part des élèves, parce que comme tout était un peu improvisé, eh bien, les élèves n'étaient pas forcément tout à fait au courant des modalités. Oui, le contrôle continu, d'accord, mais est-ce qu'on garde les coefficients ? Comment ça se passe ? Donc finalement, cette pression qui était inexistante sur cette semaine précise du bac s'est reportée sur une pression qui s'est déroulée finalement de mars à juin. Et ça, c'était assez étonnant de voir que les élèves nous posaient énormément de questions à nous les profs et que nous les profs, on leur disait « Attention, on n'a pas forcément les réponses pour ça ». Donc malgré tout, oui, pression pour ce bac 2020. Patricia Blin, quand vous entendez Sacha et Titouan qui regrettent finalement de ne pas avoir vécu le bac comme ils l'imaginaient, qu'est-ce que ça dit finalement ? Alors, j'ai été attentive à ce que vous disiez, Sacha, et puis à ce que disait Titouan. Donc, on entend à la fois un soulagement et en même temps une déception. Et c'est tout à fait normal parce que vous êtes calé sur ce qui se passe d'habitude. Et donc, vous êtes calé sur vos pensées, vous avez projeté. Et puis, on le fait tous, donc je vous rassure. Dans le futur, on a besoin de ça, de projeter sa conception de la vie. Et en même temps, ce que je trouve intéressant, c'est aussi de témoigner
un regret, peut-être une déception sur quelque chose qui n'a absolument pas été vécu, donc qui est resté dans l'imaginaire. Et c'est ça qui reste, en fait. Et il y a peut-être l'impression d'avoir un peu raté ou loupé quelque chose. Alors, ça nous interroge peut-être tous ici, quand on rate quelque chose, mais qui reste dans l'imaginaire, au fond. Qu'est-ce que ça vient nous dire, peut-être ? Eh bien, qu'est-ce qui nous arrive ? Une expérience de la vie. Voilà. Et alors après, l'interprétation que vous allez en donner, eh bien, elle peut être soit prenante, elle peut être aussi, vous pouvez aussi avoir faire le choix de rester sur des regrets, sur de la tristesse, mais il y a autre chose qui va vous arriver. Et justement, Patricia, est-il pertinent de parler de rite de passage quand on parle du baccalauréat ? Ah, alors ça, c'est une grande question. Je crois qu'on peut tous se poser la question autour de la table pour ceux qui l'ont passé. Parce que, en fait, le rite de passage, en principe, il y a une connotation sacrée. Il y a aussi l'idée du passage, d'un franchissement, qui soit à la fois personnel et puis aussi collectif, parce que c'est porté dans le discours. On passe son bac et puis on fait partie aussi d'une promo, je ne sais pas, par exemple les 2002, les bacheliers 2020. Il y a aussi l'idée de la célébration, on en a parlé, la fête, on passe son diplôme, il y a une semaine de préparation. Et souvent, puis aussi important, c'est que le bac permet en principe de pouvoir continuer les études dites supérieures. Alors justement, Laurent Perron, vous n'avez jamais obtenu ce précieux sésame. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous ? Alors je ne l'ai pas obtenu parce que je n'ai pas été dans la filière, on va dire peut-être conventionnelle, d'aller au lycée. Je suis rentré en apprentissage après la 3e. Je suis rentré dans une école des apprentis dans la construction navale à Brest. Alors est-ce que vous avez déjà ressenti un complexe d'infériorité par rapport à cela dans votre parcours professionnel ? Non, du tout. J'ai aujourd'hui encore pas le sentiment d'être passé à côté de quelque chose. J'ai la chance d'avoir eu plusieurs opportunités de changer plusieurs fois de profession, de métier, d'avoir plusieurs activités et qui me permettent d'être aujourd'hui complètement épanoui dans ma vie professionnelle sans ce sentiment de manque. Alors justement, vous n'avez pas le bac, mais vous avez une vie professionnelle beaucoup plus riche que nous tous réunis ici. Racontez-nous un petit peu. Je suis arrivé sur le monde du travail, j'avais pas tout à fait 18 ans. Je suis sorti, j'étais charpentier tôlier, donc dans la construction navale sur les bateaux militaires à Brest. Et puis après, j'ai évolué vers de la conduite de chantier. Et aujourd'hui, je suis conseiller en santé et sécurité au travail. D'accord. Voilà. Et comment vous avez accumulé toutes ces compétences sans avoir le bac ? En fait, ça a été des paliers les uns après les autres La chance d'avoir aussi une entreprise qui permettait aussi la formation continue et qui laissait sa chance aussi de tenter de nouvelles expériences. Et donc, j'ai pris ces chances. Alors aujourd'hui, vous êtes le maire de Relecq-Kerhuon. Ça étonne toujours quand vous soulignez que vous n'avez pas le bac. Est-ce que vous arrivez à le placer ? Est-ce qu'on vous le demande ? J'essaye pas de le placer, mais c'est vrai que des fois dans la discussion, ça peut arriver. Et puis, je crois qu'en final, quand on avance peut-être en âge, même si je n'ai que 42 ans, c'est une question qui se pose beaucoup moins. Et peut-être que ce stress, ou peut-être ce manque au début, ou ce sentiment de ne pas avoir passé quelque chose, il s'efface au fur et à mesure de la vie professionnelle. Alors vous me disiez, Sacha, en préparant cette émission, que vous avez le sentiment que le bac perd un peu de sa valeur, comme s'il ne servait plus à rien. Par rapport à ça, comment vous vous situez ? Parce que vous l'avez quand même eu et vous êtes contente. Voilà. Alors en fait, c'est un petit peu différent. Je pense qu'aujourd'hui, le bac, c'est quand même beaucoup plus important de l'avoir qu'il y a quelques temps, parce que je pense que beaucoup plus de gens l'ont et que donc, arriver dans la vie professionnelle, aujourd'hui, ma génération, sans bac, ça va être plus compliqué. Maintenant, perdre de sa valeur, oui, parce que c'est vrai que le bac, ça ne représente pas grand-chose. On a nos résultats d'école supérieure avant d'avoir le bac. On nous demande simplement de l'avoir. Donc le bac, l'avoir, oui. Maintenant, si on part un peu plus en détail sur les mentions, je pense que ça vaut pas grand-chose, en effet, parce que, en fin de compte, une fois qu'on a le bac, on peut aller un peu n'importe où. On nous demande juste de l'avoir. Donc l'avoir, oui. Maintenant, oui, je pense que ça perd un peu de sa valeur. Justement, Karl, pourquoi le bac garde cette telle symbolique ? Même si on entend ce que dit Sacha et qu'on partage tous finalement. J'ai l'impression justement que cette symbolique commence, elle aussi, à se dégrader et qu'elle se reporte sur autre chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les élèves, j'ai l'impression qu'ils sacralisent un petit peu moins le bac, mais par effet de compensation, ils sacralisent de plus en plus le fameux Parcoursup, vous savez, ce fameux choix des études supérieures. Et nous, en tant que profs, en tant qu'encadrants, on leur met beaucoup la pression sur Parcoursup. J'ai l'impression qu'on leur met encore plus la pression par rapport à Parcoursup. Il faut rentrer tes choix, il y a telle deadline, telle date, etc. Et on leur met moins la pression sur le bac. Donc j'ai l'impression qu'il y a un mécanisme comme ça de vase communicant qui fait que de plus en plus le bac perd sa symbolique et que Parcoursup retrouve
retrouve cette fameuse symbolique, sachant que Parcoursup, c'est bien avant dans l'année, puisqu'il faut commencer à rentrer ses choix dès janvier. Mais malgré tout, le bac reste, oui, comme on le disait tout à l'heure, un rite de passage. Et selon la formule consacrée et un peu bateau, le bac, on se rend compte aujourd'hui que c'est tout et c'est rien. C'est-à-dire que finalement, on se rend compte que les élèves l'ont dans une très très large majorité, mais que sans lui, comme tu disais, Sacha, on ne peut rien faire. Donc on est en plein paradoxe finalement avec cette symbolique du bac. Mais alors, votre spécialité, la philosophie, est-ce qu'elle a une place particulière dans cette dimension de rite initiatique? Parce qu'en finalement, on fait de la philo qu'en terminale, c'est ça? On fait de la philo qu'en terminale, c'est une matière qui leur tombe dessus. Alors maintenant, on a mis en place, ils ont mis en place en haut lieu une nouvelle matière qui s'appelle humanité, littérature et philosophie, mais qui n'est qu'une matière optionnelle. C'est une matière de spécialité. Mais la philosophie a toujours cette dimension importante parce que, au bout du compte, c'est la matière qu'on garde en juin, la seule et unique qu'ils vont passer en juin. Comme si, on avait voulu garder, malgré tout, un examen sur table de 4 heures, imposant, important, avec une matière un peu impressionnante, aussi, hein. Tout à fait, et on la garde finalement en juin, et souvent les élèves me disent mais pourquoi est-ce qu'on la passe pas avant comme les autres matières? Ouais, mais c'est ça, la philosophie est symbolique, c'est le rite de passage où il faut avoir sa toge et sa grosse barbe pour pouvoir... Non, je plaisante. La philosophie, c'était vraiment l'épreuve un peu redoutée aussi? Alors moi, je la redoutais parce que j'avais un peu plus de mal que dans les autres matières. C'est vrai que j'avais peut-être moins l'esprit philosophique que très mathématique, voilà. Mais voilà, moi, j'ai pas eu d'épreuve qui se passait avant. Tout s'est passé, je l'ai pas passé, mais tout se passait sur les semaines de bac blanc en même temps. Donc voilà, moi, je la comparais un peu aux autres parce que j'avais plus de mal, mais ça restait une épreuve comme les autres, puisque donc j'avais pas le même bac que cette année. Patricia, bien sur cette question symbolique du bac, qu'est-ce qui se joue finalement? Parce qu'on entend tout et rien. C'est l'idée qu'on s'en fait. Et on a tous besoin de symboles, en fait, dans la vie. Et en fait, le symbole ou le symbolique, ça vient faire prendre de la hauteur, ça donne du relief aussi à la vie. Ça vient donner du sens au réel, qui n'en a pas toujours. Ça vient aussi nuancer l'imaginaire, comme on l'a dit tout à l'heure. Et en fait, on a terriblement besoin de symboles, là, au jour d'aujourd'hui. On a besoin de sens, d'orientation. Et l'orientation, c'est quoi? Ce sont des mots. Et les mots, on en a aussi besoin, parce que derrière les mots, il y a souvent une histoire, il y a une symbolique. Et donc, si vous vous penchez un petit peu, en tout cas, c'est l'invitation que je vais vous donner à faire, sur le baccalauréat, parce que moi-même je l'ai découvert, c'est une locution latine et ça voulait dire en fait une couronne de laurier. Et donc historiquement, en fait, elle était décernée au vainqueur d'une épreuve sportive politique. Donc en fait, le baccalauréat a gardé, sans qu'on le sache, l'idée de la victoire. Et si on regarde dans les autres pays voisins, dans leur langue, l'équivalent s'est traduit comme un certificat de maturité. Donc c'est très intéressant parce que ça vient raconter une autre histoire. Et en fait, sans s'en rendre compte dans la vie, on est orienté par les mots qu'on emploie, par la représentation, aussi bien imaginaire. Quel sens ça avait peut-être travaillé pour vous, monsieur, sur un chantier naval? Enfin voilà, donc toute la représentation qu'il y avait peut-être pour vous, dans votre famille, et peut-être vous, Sacha, par rapport au droit. Donc voilà, on a tous besoin d'orientation. Ce qui est amusant, c'est que cette couronne de laurier, si vous regardez toutes et tous, à part Laurent, votre diplôme du bac que vous avez reçu, elle est toujours présente. Elle est en fond sur le diplôme. Donc il y a toujours effectivement cette dimension un peu romaine, tout juste si on ne passe pas sous l'arc de triomphe quand on a eu son bac. C'est une reconnaissance symbolique et qui est reconnue aussi donc, par l'État. Voilà, donc c'est pas rien. Et puis c'est aussi très 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 reconnu par les parents. Moi je me souviens de la joie de mes parents quand j'ai eu le bac, c'est comme si j'avais décroché la lune. Comment on explique aussi ce versant-là qui peut être important dans ce rite de passage? En fait, vous êtes rentré dans le désir de vos parents d'une certaine façon, parce que pour eux c'était peut-être important. Alors il faut remettre aussi ça dans le contexte d'une génération, c'était peut-être dans les années 60, 70. Est-ce que nos parents ont passé le bac? Peut-être pas forcément. Et puis il faut aussi des orientations, des phrases comme ça un peu éducatives qui orientent les enfants. Et voilà. Justement, Sacha, est-ce que vous avez entendu cette phrase « passe ton bac et puis tu verras après » Qu'est-ce que ça représentait finalement pour vos parents, le bac? Alors mes parents, c'est vrai qu'ils étaient super ouverts à ce que je pouvais faire après, mais voilà, c'était vraiment le bac avant tout. En effet, comme Patricia disait, je pense que c'est par rapport à une génération. Pour eux, c'était vraiment beaucoup plus symbolique, je pense, qu'à l'heure actuelle, le baccalauréat. Et donc oui, c'était très important pour eux que je l'aie. Ils étaient très contents que je l'aie. Et ouais, c'était assez important pour eux. Justement, Laurent Perron, quand on voit votre parcours, qu'est-ce que vous vous dites à vos enfants aujourd'hui? Ne passe pas le bac, ça sert à rien? Je leur dis de trouver leur voie, de trouver leur passion, et puis et de suivre le chemin. Et d'ailleurs, j'ai mon fils aujourd'hui qui est en 3e, qui va passer le brevet en fin d'année.
et qui se pose la question aujourd'hui d'une orientation, pareil, assez professionnelle dès l'année prochaine. S'il y trouve, lui, son épanouissement, je vais l'accompagner, nous allons l'accompagner. Et puis, si ça ne passe pas par le bac, c'est pas très, très grave. Est-ce qu'il vous questionne sur votre parcours, justement, en ayant un parcours un peu atypique Oui, il le questionne, mais il se rend compte que chaque parcours est différent aussi, en fonction de peut-être ce que l'on veut, du but que l'on veut atteindre professionnellement. On n'a pas forcément tous les mêmes possibilités et puis le même chemin à prendre. Donc, il se questionne, mais il se rend compte que chaque parcours est particulier. Donc, lui, il est en train de préparer son parcours. Mais les parcours professionnels, aujourd'hui, de toute façon, ressemblent beaucoup plus aux vôtres, Laurent, où c'est une question d'opportunité, de rencontre, où ça zigzague un petit peu. Et aujourd'hui, on se rend compte que même avec le bac, les jeunes savent très bien qu'ils auront un parcours où ils devront lâcher des choses, reprendre des choses, et que c'est pas comme avant, où c'était totalement linéaire, j'ai un emploi et puis c'est pour la vie. Aujourd'hui, c'est fini. Donc, le bac ne nous donne plus cette garantie-là. Alors, et moi, ça, une petite question philo à vous poser. Oula. Le bac nous aide-t-il à grandir et à vivre l'après ? Le bac Finalement. nous aide à grandir, oui, bien sûr, évidemment, parce que ça impose une discipline et que ça impose aussi une certaine forme d'autonomie. Je vais jouer mon rôle de philosophe. Kant disait que l'aboutissement de la dignité humaine, c'était de trouver une autonomie, c'est-à-dire se donner à soi-même ses propres lois. Et j'ai l'impression finalement que ce diplôme, où on ne peut compter que sur soi-même et pas sur les autres pour le décrocher, parce qu'il y a quand même quelque chose d'un peu individualiste dans le bac malgré tout, cette espèce d'individualisme aide sans doute les jeunes à se dire, bien voilà, je suis au pied du mur, je suis tout seul, c'est à moi de faire ma voix. Et ça suscite effectivement beaucoup de stress chez les élèves, mais ça suscite aussi peut-être ce petit quelque chose en plus que Kant appelait l'autonomie et la dignité humaine finalement. L'autonomie, Sacha, qu'est-ce qui vous fait grandir, vous ? Alors, je pense pas que ce soit le bac. Enfin, moi, j'ai pas ressenti en tout cas que le bac m'avait fait particulièrement Évidemment, grandir. tu l'as pas passé alors. Non, c'est pas le fait de l'avoir eu. C'est plus moi l'après qui m'a fait grandir, justement, le fait de passer en études supérieures, de lâcher prise. Moi, je suis partie dans un cadre beaucoup moins scolaire, en tout cas par rapport au lycée et au collège, puisque je suis partie en faculté. Donc du coup, c'est quand même différent. Et c'est ça qui m'a donné vraiment l'impression d'avoir grandi. Au moment où j'ai su que j'avais mon bac, j'ai pas eu l'impression d'avoir changé grand-chose ou d'avoir passé un cap dans ma vie. C'est vraiment l'après et la rentrée scolaire qui m'a fait évoluer. Oui, je trouve intéressant ce dont vous témoignez, et puis vous aussi, monsieur, parce que finalement, l'expérience, elle est personnelle. Et il y a des effets d'après-coup aussi, où on sait qu'après, oui, voilà, là, il y a eu un franchissement, parce que finalement, le rite, c'est l'idée d'un passage. On est passé vers autre chose, mais l'expérience, elle est toujours que personnelle. Et puis, effectivement, on se fait une idée du bac, mais aussi sur ce qu'on nous a raconté et sur le rêve qu'on en a eu. Et en tout cas, je trouve très intéressant votre témoignage qu'on réussit très bien sans le baccalauréat. Oui, c'est ça votre message finalement, c'est de dire tout ne se joue pas au bac, vous en êtes la preuve. Écoutez, si tout se jouait au bac, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Mais non, en tout cas, non, pour moi, tout ne se joue pas au bac du tout. À chacun son chemin. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, on a la chance aujourd'hui d'avoir aussi un système qui permet d'avoir plusieurs chemins. Le bac est un peu des passages, parce que j'appelle ça presque une clé. En fait, pour moi, le bac, c'est une clé qui permet de passer à l'étape d'après. Mais il y a plusieurs clés aujourd'hui, et elles sont à différents niveaux, et elles sont, je crois, riches. On a cette chance aujourd'hui d'avoir toutes ces nombreuses possibilités pour les jeunes aujourd'hui qui sont dans les filières, on va dire, de formation et dans la filière d'apprentissage. Ils ont énormément de clés et je crois que ça, on peut s'en satisfaire. Patricia Blin, c'est bien de le dire, parce que ces filières-là ne sont pas forcément mises en valeur aujourd'hui, elles sont plutôt mises en retrait, alors que non, vous en êtes la preuve. J'ai une petite pensée pour ceux qui n'ont pas eu le bac 2020, même s'il était remodelé. Patricia Blin, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les rassurer peut-être et se dire que ils n'ont pas gâché leur vie ? Oh, alors là, c'est une question auquel je ne m'attendais pas. J'y pense là, parce qu'il nous reste 30 secondes. Je me dis, qu'est-ce qu'on peut leur dire juste pour les rassurer ? Que Laurent Perron est un exemple aussi du fait que... Oui, mais de quoi ont-ils besoin d'être rassurés au fond ? Ils continuent leur vie. Voilà, leur vie continue. Elle ne s'arrête pas au bac et à une épreuve qui ne serait pas passée. Plus ils l'ont eu à 95%. Donc, de quoi s'inquiéter ? Je crois qu'il faut qu'on arrête aussi d'avoir peur. Enfin, arrêtons de nous mettre la pression. Voilà, peut-être arrêter de les stigmatiser aussi. Et de leur dire que c'était qu'une épreuve et puis qu'il y en aura d'autres. Et ils auront à d'autres moments la possibilité de montrer qu'ils sont tout à fait capables de réaliser de belles choses. Voilà, c'est dit. Merci en tout cas à tous d'avoir témoigné sur notre dossier du jour. Ne partez pas, restez avec nous. On retourne retrouver Evan. Evan qui est dans un restaurant d'entreprise et qui est en train de se coiffer. Oui, et
et qui passe incognito avec cette tenue de lumière, puisque comme tu le disais si bien, Infanté, nous sommes dans les coulisses du restaurant d'entreprise de Groupama Loire-Bretagne à Rennes, un restaurant géré par Sogeres pour lequel vous travaillez. Jean-Michel, bonjour. Bonjour Evan. Alors on vous attend dans le frigo depuis tout à l'heure, je peux vous dire qu'on a un peu froid, mais justement si on est là, c'est pour parler des légumes que vous recevez ici plusieurs fois par semaine et qui viennent de pas très très loin. Je vous laisse nous expliquer la provenance des produits. Écoutez, les fruits et légumes que nous recevons ici sur Groupama viennent directement du marché d'intérêt régional et ils sont livrés par l'entreprise Subéry, comme la Marée Fraîche qui est de la Crie rennaise. Et donc nous avons une politique d'approvisionnement local. Donc Subéry fait partie du groupement Vivalia, avec qui aussi nous avons une collaboration sur l'ensemble de la Bretagne. Et alors, comment est-ce que vous faites pour concilier des prix pour chaque repas qui soient relativement faibles et justement vous fournir en produits locaux, voire en produits bio ? Écoutez, il faut tirer parti du potentiel de chacune des régions. La Bretagne est une région privilégiée. Je ferme la porte pour préserver le froid. Merci. Et nous avons donc des partenariats avec l'ensemble des entreprises de la Bretagne, des plus emblématiques que l'on connaît. Là, aujourd'hui, on a du Prince de Bretagne. On a par exemple du port de Copperle, on travaille aussi avec ENAF, Ardo, Paysans Bretons. Et on travaille aussi avec des PME, voire des TPE, parce qu'elles apportent leur ancrage territorial et des produits de grande qualité. Et justement, la clé du succès, c'est aussi de travailler les produits bruts et de les transformer. Pascal, ne partez pas. Bonjour. Vous allez nous montrer cette machine révolutionnaire. Enfin, moi, je trouve en tout cas, mais elle n'est pas forcément pour vous. Ça vous permet d'éplucher. Voilà, on travaille les produits bruts, hein. Donc ça nous permet, ça s'appelle une parmentière, ça nous permet d'éplucher les pommes de terre, les carottes, les navets. Donc moi c'est ce que j'appelle un aide culinaire. Voilà, ça nous permet de bien travailler le produit. Éplucher des pommes de terre pour 150 personnes, c'est du boulot. Vous la lancez, puis on verra ça tout à l'heure. Merci beaucoup Pascal. Jean-Michel, vous êtes, vous, la Sogeres, je vous laisse vous reculer un petit peu. Merci. Vous êtes membre du réseau Produits en Bretagne. Est-ce que du coup ça facilite la chose pour vos approvisionnements ? Oui, alors nous sommes adhérents depuis 5 ans au réseau Produits en Bretagne. C'est un forum et c'est un incubateur de solutions, puisque nous avons à la fois l'agroalimentaire présent, les distributeurs et les restaurateurs. Et donc, c'est un laboratoire de solutions qui est très intéressant. Je voudrais faire un petit focus sur la distribution. Nos sites sont livrés par des camions et on a une responsabilité sociétale sur le fait d'avoir aujourd'hui le moins de camions qui sont sur nos routes et le plus remplis possible. Donc on a une grande attention à travailler sur cette distribution et on fait un petit coucou à nos partenaires distributeurs ProApro, Promona qui ont beaucoup souffert de la crise actuelle. Petite dédicace. Alors très rapidement, comment vous voyez la suite ? Est-ce qu'un jour on pourra venir dans l'un de vos restaurants pour commander des sushis par exemple ? Eh bien effectivement, ça a été la crise qu'on vit actuellement a été un formidable accélérateur de tendance qu'on avait plutôt prévu à un horizon de 2 à 3 ans. Et il se trouve qu'aujourd'hui, le télétravail a considérablement changé la fréquentation de nos sites et des habitudes alimentaires de soit amener sa propre nourriture au travail ou aller chercher dans la restauration de quartier. Donc c'est à nous d'innover et de proposer ce que le consommateur désire aujourd'hui, c'est s'il a envie d'avoir des sushis. On a un système avec notamment la digitalisation, d'aller acheter sur de la restauration du coin, se faire livrer et pouvoir en bénéficier quand même le midi sur les installations du client et en toute sécurité. Donc on est en train de revoir complètement nos plans. Projets du coup. Et ce qu'on voulait en 3 ans, on le fait en 3 mois. Ah bah voilà, c'est bien, c'est stimulant en tout cas. Exactement. Nous on va passer dans préparer les crèmes brûlées, figurez-vous, parce qu'ici on les brûle à la main et j'ai trop hâte de le voir et surtout de les déguster. Donc on se retrouve tout à l'heure. À toi, Anne-Fontaine. À tout à l'heure, Evan. On passe maintenant à notre séquence emploi. Priorité à l'emploi d'ensemble, c'est mieux en ce contexte sanitaire inédit. On vous présente ce matin le métier de vendeuse à domicile. Regardez. Bonjour les filles. Bon, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, donc je vais en profiter pour vous parler des produits que j'ai disposés. Marion Blaise, je suis vendeuse à domicile et responsable leader d'équipe. Je suis ancienne aide-soignante. Voilà, j'ai travaillé 10 ans en maison de retraite. J'ai décidé de faire que de la vente à domicile. Quand j'ai dit ça, c'est vrai qu'on m'a dit « Oh là là, mais qu'est-ce que tu fais ? C'est pas possible, tu pourras pas en vivre. » Et puis en fait, je leur ai prouvé le contraire. Alors la vente à domicile, eh bien c'est simple. En fait, on se déplace pour faire des présentations, des produits, moi par exemple des bougies, de la décoration d'intérieur.
Donc on a l'hôtesse, c'est celle qui accueille chez elle, des amis à elle, de son entourage. Comme aujourd'hui, on l'a fait à la maison. C'est chaleur hivernale. Voilà, si vous voulez, Ça m'arrive également de faire pour des CE, donc comité d'entreprise. Celui-là, il fait vraiment partie de mes chouchous avec Vanier Guimauve. Je suis très gourmande de toute façon, donc... Quand on fait des présentations à domicile, c'est essentiellement le week-end. La semaine, ça va plutôt être là pour former mon équipe. Au niveau de mon salaire, j'ai un pourcentage sur mes ventes personnelles et le fait d'avoir une équipe, j'ai aussi un pourcentage sur mon chiffre équipe. Quand on les prend par deux, ils passent à 24,95, ce qui fait 20 € de remise sur les deux pots. Donc ça fait 49,90 les deux. J'ai pas de technique pour vendre. Je suis naturelle, je suis là pour conseiller. Voilà, velouté de prune, exact. Et après, on a Chaleur-en-Bray. Ah, Chaleur-en-Bray, moi j'aime bien Chaleur-en-Bray. Tous les matins, je me lève, j'ai la pêche, je me dis qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai trouvé ma voie en fait, je pense que je me verrai plus faire autre chose. Allez, go! Plus qu'un travail, c'est vraiment une passion. Et c'était le portrait de Marion. Et toujours niveau emploi, c'est souvent une épineuse question qui complique l'entrée sur le marché du travail des personnes isolées. Qui pour garder les enfants? Voici quelques pistes présentées par Arthur Pertigoz. Bonjour à toutes et à tous. Pour vous, les conseils de chef d'entreprise. Parents isolés, qui garde les enfants? Vous avez retrouvé du travail et vous êtes parent isolé. C'est-à-dire que vous avez seul la charge et la garde d'un ou de plusieurs enfants de moins de 10 ans. Vous pouvez percevoir une aide financière d'un montant de 170 à 520 € pour alléger vos frais de garde. Versé en une seule fois, le montant dépend du nombre d'enfants et du nombre d'heures travaillées. Car l'AGEPI, c'est le nom de cette aide, fonctionne pour les CDI, mais aussi pour les CDD et pour les formations, même à distance. C'est vers Pôle emploi qu'il faut vous tourner pour toutes les démarches. Et n'attendez pas, vous devez faire la demande au plus tard 1 mois après le début de votre contrat. Alors faites-vous confiance, tout le monde a sa chance. Voilà pour notre conseil emploi du jour. C'est l'heure de notre belle histoire. Bonjour Yolène. Bonjour Alors, à tous. on parle adoption entre animaux. Jamais entendu parler de ça, moi. Mais si, parce qu'en fait, il y a souvent des histoires extraordinaires. Alors, par exemple, là, en ce moment, il y en a une en Bourgogne, à Lignerolles, en Côte d'Or, exactement. C'est un sanglier, un bébé sanglier qui a été adopté par un troupeau de vaches. Donc, évidemment, ça fait rire tout le voisinage. Voilà, on le voit, c'est des charolais, tranquille. Puis, il y a le petit qui joue au milieu. Donc, évidemment, tout le monde vient le voir. On l'a même surnommé Jojo et c'est une vraie star. Ce n'est pas très habituel comme situation. Alors, c'est à la fois pas très habituel et c'est à la fois un peu normal. Ce qui est normal, c'est que c'est un bébé, donc manifestement, les parents ont été tués par les chasseurs, donc ça, c'est hélas assez courant. Ouais. Et ce qui est pas tout à fait habituel, c'est qu'il ne retourne pas voir des sangliers, puisqu'il y en a d'autres. C'est ça qui est amusant, c'est qu'en fait, il est très content au milieu de ses vaches et il est très heureux. Et en fait, ça permet de voir qu'il y a énormément d'adoptions très étrange et intéressante dans le monde animal. Encore quelques exemples. Alors, par exemple, alors on en voit évidemment plus en captivité, c'est plus facile pour nous d'observer, mais il y en a plein dans la nature. Souvent, c'est des bébés qui se retrouvent orphelins ou qui sont handicapés. Par exemple, dans les Açores, en 2013, il y a des plongeurs qui ont vu un groupe de cachalots avec un bébé dauphin manifestement handicapé. Il avait une queue complètement déformée. Donc là, c'était vraiment de la pure solidarité, parce que pour les cachalots, un petit dauphin ne servait à rien. Donc ça a été très bluffant. Ou alors, le truc typique, c'est la maman qui a perdu ses petits et qui jette son dévolu sur d'autres bébés. Alors, par exemple, on va voir des images, ça c'est merveilleux, c'est dans un zoo en Thaïlande, c'est une maman tigre, elle a perdu ses petits, et du coup, on lui a confié des porcelets, et elle les élève exactement comme ses bébés. Alors, on leur a mis d'ailleurs des petits vêtements un peu pour jouer les tigres, mais c'est incroyable, parce qu'ils la têtent, elle les caresse, elle dort avec eux, enfin, elle se tient absolument avec eux, comme avec des bébés, et ça, c'est quand même assez extraordinaire. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on pourrait croire qu'elle a plutôt envie de les manger, hein. C'est porcelé quand même. Mais c'est ça qui est génial, et je rappelle toujours ce fameux Darwin où on avait toujours gardé un tout petit bout de son discours, la loi de la jungle c'est très dur, tout le monde se bouffe entre eux, c'est épouvantable. Il avait dit aussi que dans la nature, il y a énormément de solidarité, énormément d'entraide, et justement on a des cas comme ça. Alors il y en a un que j'adore, c'est un des cas les plus connus, c'est en Russie, c'est le parc safari de Primovsky Krai, et c'est un
un tigre, oui, et on lui donnait des animaux vivants, évidemment, pour qu'il les mange, et on lui a donné une chèvre. Il n'a jamais voulu manger sa chèvre. C'est devenu sa copine. Ils ont joué, ils dormaient ensemble, etc. Et elle est morte de sa belle mort. Il n'a jamais voulu manger sa chèvre. Non, mais ça, c'est quand même... Absolument incroyable. C'est quand même incroyable. Et alors, il y a un autre cas, et là aussi, on a quelques images incroyables. C'est au Kenya, donc là, c'est dans la nature. C'est une lionne qui s'appelle Kamunkai, et elle adore les bébés oryx. Vous savez, ce sont des gazelles qui sont absolument magnifiques, mais normalement, les lions adorent les oryx. On la voit là avec un bébé, elle va carrément voler des oryx chez les parents. Elle a fait le coup 6 fois de suite, elle les élève, et là où c'est extraordinaire, c'est qu'elle protège les oryx, le bébé, des autres lions, qui évidemment se disent « j'en ferai bien mon 4 heures », et du coup, elle dort pas pendant des nuits entières, elle a réussi à en sauver 4. Il y en a 2 qui sont morts, et elle a quand même réussi à en sauver 4. Et en fait, presque tous les animaux pourraient devenir amis, c'est ça? Alors, c'est un peu ça. Donc, je vais vous donner un truc qui ferait un peu poème de Prévert. On a vu un chien ami avec un hibou, un macaque avec un poulet, un bébé hippopotame avec une tortue géante ou un mouton avec un éléphanteau. Et je voudrais terminer par une histoire que j'adore. Là, c'est un couple d'Américains qui a un chat, elle a des petits, et ils tombent sur un petit écureuil blessé. Ils recueillent l'écureuil, évidemment. Ils le donnent à la chatte qui jette son dévolu et qui élève ce bébé écureuil comme les autres. Et ce que je trouve merveilleux, c'est que le bébé écureuil, maintenant, quand on le caresse, il ronronne. Alors, je ne sais pas si on peut voir l'image, mais c'est incroyable. Quand le maître, voilà, on l'entend. Ça, c'est le ronronnement de l'écureuil. C'est extraordinaire, quand même. Donc ça, c'est une belle leçon de tolérance de la nature génial. qui montre que dans la nature, on peut s'adopter et s'aimer, même quand on n'a pas la même tête, même quand on n'est pas pareil. Les humains pourraient peut-être s'en inspirer. Puis c'est la première fois que moi j'entends un écureuil ronronner. En plus. Merci beaucoup Yolande pour cette découverte. Et on reste sur le thème de nos animaux, les pets. Voyez notre idée solidaire du jour. Ça te dirait qu'on élève un chiot pour qu'il devienne chien guide d'aveugle? Ah bon? C'est possible? Eh oui, les associations recherchent des familles d'accueil pour s'occuper de jeunes chiens entre 2 et 12 mois avant qu'ils soient suffisamment grands pour être dressés afin de devenir des chiens guides d'aveugles. Votre rôle sera d'initier le chiot aux premiers apprentissages, propreté, obéissance de base, et à le socialiser. En le faisant participer aux activités quotidiennes et aux déplacements, vous le préparez à accompagner la vie d'une personne déficiente visuelle. Et les moments de jeu et de câlin participeront à construire son équilibre émotionnel. Pas d'inquiétude, vous serez encadré par l'association qui vous donnera des conseils et s'assurera que tout se passe bien. Marion est famille d'accueil depuis 2 ans. Avec l'association, les cours avec les autres éducateurs, les rencontres avec les familles d'accueil, on échange un petit peu nos expériences, nos difficultés quand on peut en rencontrer. Et puis il y a le moment où il faut qu'on rende le chien, parce qu'il rentre à l'école, il va avec son éducateur. Et là, il y a un petit pincement au cœur, parce que le chien, on ne l'a plus à la maison, mais en même temps, c'est un bel édifice qui est en train de se construire, et on se dit qu'on a pu apporter une petite pierre en le gardant pendant cette première année, en lui donnant les bases. Et ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Vous aussi devenez famille d'accueil pour chiens guides d'aveugles, un geste solidaire qui nécessite rigueur et douceur. Allez, on file retrouver Evan qui s'est invité dans l'entreprise Sodexo Sogère, spécialisée dans la restauration collective. Evan, on veut des doggy bags pour ce midi, n'oublie pas. J'ai bien compris que tu voulais un doggy bag, Anne-Fanté. J'y travaille. Alors, si vous êtes famille nombreuse, vous allez aimer ce qui va suivre, puisque Pascal, ici présent, lui, il cuisine non pas pour 4 personnes, non pas pour 5 personnes, mais pour 150 personnes. Ça, c'est dingue. Bonjour, Pascal. Bonjour. Expliquez-nous, justement, on va commencer par déjà vous demander qu'est-ce qu'on mange ce midi, en fait. Alors, ce midi, sur la marée fraîche, vous allez avoir un filet d'aigle fin breton qui vient directement de la criée d'Erquy. Voilà, c'est du local. C'est souvent que vous travaillez ce genre de produit? Tout à fait, on travaille énormément les filets, les dos. Nos convives adorent le poisson, par contre les arêtes sont à proscrire si c'est possible. Bah oui, qui aime les arêtes, je me le demande. Voilà. Et alors comment vous faites pour cuisiner pour autant de convives? Est-ce que vous avez que des grosses casseroles et des grosses marmites? On en voit un petit peu derrière. Alors, on va intervertir. Comme alors ça, effectivement, nous avons un matériel qui est adapté à la quantité de convives que nous avons au quotidien. Donc là, vous avez, ça ressemble à une marmite, ça s'appelle une sauteuse. Sauf que c'est carré. Voilà. Ça me tracasse. Et voilà. ensuite alors là, c'est une marmite qui est ronde, justement. Ça va mieux, là. Donc, alors, oignon de Roscoff. Oignon de Roscoff qui est en train de mijoter gentiment, juste avec un peu de cidre.
Voilà, ça donne un côté sucré. C'est pour le filet d'aigle-fin d'aujourd'hui. Ça sera accompagné d'une purée de potimarron et de potiron, toujours du local. Bon, il y a le petit goût de la châtaigne, c'est sympathique. Comment vous faites pour élaborer les recettes? Alors, on travaille sur une base de fiches recettes qui sont créées par des conseillers culinaires en région. Et voilà, on travaille sur ces recettes. Donc c'est une sorte de bible dans laquelle vous pouvez piocher. Tout à fait, tout à fait. Et puis vous pouvez aussi innover tous les mois, vous organisez une animation. Voilà, ça n'empêche pas la créativité. Nous avons tous les mois une animation mensuelle, thématique, qui peut être sur la cuisine du monde, sur la cuisine région française, qui peut être sur les épices, voilà. Mettez bien le micro. Un panel de... Voilà, Et alors, est-ce qu'ici, c'est comme dans un restaurant avec une brigade, il y a combien de personnes qui travaillent? Et puis surtout, j'ai l'impression que vous cuisinez vraiment. C'est pas l'image qu'on peut avoir des restaurants d'entreprise. Ah, tout à fait. On cuisine ici. Nous recevons tous les produits à l'état brut. On cuisine comme dans un restaurant. J'ai effectivement une brigade avec moi. On est 5 personnes aujourd'hui. À plein temps. Alors justement, voilà. On va aller voir Anthony, puisque depuis tout à l'heure, je vous parle de cette crème brûlée. Eh bien, Anthony est en plein, comment on dit, brûlage. Expliquez-nous ce qui... Brûlage, Anthony, le sucre roux, il est en train de faire griller. Je précise, c'est vraiment des crèmes brûlées maison. Et elles ont un succès fou. Elles ont un succès fou. Bon, qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever tous les matins quand vous venez ici? En fait, la cuisine, c'est mon dada et je veux faire plaisir tous les jours à mes convives. Voilà. Et aux personnes qui se disent « Oh ouais, les cantines d'entreprise, même si je sais qu'on ne dit pas ce mot-là, c'est pas bon ». C'est pas péjoratif pour moi. C'est des personnes qui viennent tous les jours, donc on connaît leur habitude, c'est plutôt très sympathique. C'est un challenge tous les jours. Bon, en tout cas, je pense qu'en plus, ils vous le rendent bien puisque c'est un succès à chaque fois. Merci beaucoup pour cette belle visite. Merci. Je peux vous dire que ça sent drôlement bon. Anthony, est-ce que je peux goûter la crème brûlée? Allez, on fait une petite entorse. Je suis pas sûr qu'il en reste pour toi dans ton doggy bag au final, Anne Fanté. Hein. Dommage. Bon, j'en profite pour vous dire que demain, on se retrouve à la SPA pour fêter leurs 175 ans et peut-être qu'on pourra amener un gâteau fait ici pour leur anniversaire. Qui sait? Allez, à demain. C'est vraiment pas sympa, c'est mon dessert préféré, la crème brûlée. C'est horrible, Qu'est-ce que Evan. c'est bon. Merci Evan et profites-en bien. Hein. Merci à tous nos invités d'avoir été avec nous ce matin. Alors demain, au programme d'Ensemble, c'est mieux. Et si on arrêtait de râler ensemble, c'est ce que nous proposerons nos invités. Vous allez voir, il existe plein de techniques pour y parvenir. Et en tout cas, pour diminuer ce côté râleur qu'on a tous quand même en nous. Hein. Vous êtes tous d'accord? Bon, et merci à vous de nous avoir suivis depuis chez vous. Je vous souhaite une très belle journée sur France 3 Bretagne. À suivre dans quelques instants votre journal régional. Non, c'est vrai. Alors là...